Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de votre été et de cette belle chaleur. Ici, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on a un peu des moments de canicule et c'est hyper intéressant d'observer à quel point justement cette chaleur, qui du coup fait partie de l'environnement, affecte l'état d'esprit, l'énergie, la motivation. En tout cas, je le remarque beaucoup chez moi et aussi, je remarque en fait à quel point, dépendamment de ce que je me raconte, et d'ailleurs c'est le sujet aujourd'hui, eh bien je vais plus ou moins subir en fait cette chaleur ou bien trouver des manières de m'adapter, de vivre avec cette chaleur au lieu de vouloir la résister. C'est hyper intéressant comme moment parce que justement le modèle biocognitif sur lequel je me base beaucoup, en tout cas pour justement générer les états d'être, les émotions qui pour moi me sont plus utiles pour arriver à mes résultats, eh bien dans ce genre de moment où l'environnement est quand même particulier, eh bien il met en épreuve, en tout cas, où il teste vraiment ce modèle. Et du coup, cela permet de voir aussi les limites de ce modèle. Parce qu'il y a quand même l'aspect purement physique et physiologique qui s'adapte en fonction de l'environnement, parce qu'on est des êtres vivants, on est des êtres humains, et qui justement, il faut quand même le prendre en compte. Et c'est comment est-ce qu'on le prend en compte, et c'est comment est-ce que l'on interprète en fait cet environnement, et quels sont les discours intérieurs que l'on a, quels sont les dialogues intérieurs que l'on a, et c'est super intéressant. Je me suis vraiment prise au jeu ces dernières semaines d'observer toutes les pensées que j'avais à propos du fait qu'il faisait chaud, du fait que je transpirais, du fait que je dormais mal la nuit à cause de la chaleur, etc. Et les conclusions que j'en tirais. Parce que du coup, il y avait plein de phrases automatiques du style « Ah j'ai mal dormi cette nuit, alors de toute façon c'est fichu pour aujourd'hui. Ah mais avec cette chaleur, c'est tellement crevant, c'est tellement lourd. » En fait, tous ces commentaires que l'on se fait, naturellement, que l'on entend aussi autour de nous. Donc je veux dire, c'est tout à fait normal, facile d'être en train de dire les mêmes choses que tout le monde, hein. Et du coup, quand on s'en rend compte et qu'on commence à jouer, moi je le vois vraiment comme un jeu, hein. Je joue avec ces phrases, je les questionne, je me dis non mais attends, mais est-ce que je suis obligée de croire ça ? Est-ce que j'ai besoin de croire ça ? Est-ce que j'ai envie de croire ça ? Est-ce que ça me sert à quelque chose de me dire ça ? Ou est-ce que je peux justement modifier les pensées pour, en tout cas, être dans une énergie qui certes s'adapte à l'environnement, mais qui aussi est en accord avec que moi j'ai envie de vivre mes étés. Parce que si on part du principe que les étés vont devenir de plus en plus chauds, en tout cas c'est ce qu'ils sont en train de projeter, est-ce que j'ai envie de passer les restants de mes étés en train de me plaindre dès qu'il fait plus chaud ? Pas vraiment de mon côté. Bon, enfin bref, là je déraille un petit peu sur un autre sujet. Pour aujourd'hui, ce que j'avais envie d'aborder, c'était vraiment cette notion de quelle est l'histoire que je me raconte à propos d'événements du présent, ou bien d'événements du passé, ou bien encore d'événements du futur. Dans le programme d'auto-coaching, qui par ailleurs va reprendre fin septembre, début octobre, donc si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à me contacter ou à partager les choses pour que les choses se mettent en place. Il y a déjà un petit groupe de préinscrits, donc d'office, il va se passer. Si vous voulez vous joindre, joignez-vous. J'en profite aussi juste de dire que les groupes, c'est des petits groupes, d'accord ? C'est pas des groupes énorme où finalement en fait il n'y a pas de réelle interaction ou en tout cas pas d'interaction personnalisée. Je fais exprès de garder des groupes qui sont intimes parce que c'est là où vraiment déjà vous pouvez vous sentir à l'aise et puis où il y a des réels échanges de qualité sur 3 mois. Donc si vous hésitez depuis quelques temps et puis que vous êtes quand même curieux, venez, contactez-moi puis on en discute de vive voix. Alors, pour aujourd'hui, juste pour remettre un petit peu les choses en place, le modèle biocognitif, c'est de dire que tout ce qui est en dehors de moi, de ma tête, appartient d'office au contexte, à la situation. C'est l'environnement dans lequel je suis, c'est
ce sont les gens, ce sont le comportement des gens, ce sont des faits divers. Voilà, c'est tout ce qui est en dehors de votre tête. Et on part du principe que, d'office, ce sont des choses qui sont déjà en dehors de votre contrôle. Et ce qui est toujours intéressant avec cette partie-là, c'est que très facilement tout le monde admet que c'est en dehors de son contrôle, mais que de temps à autre, il y a certains contextes, situations où on a l'impression quand même que l'on a un contrôle dessus. Typiquement quand il s'agit de comment les autres, les personnes proches se comportent vis-à-vis de nous, et puis que l'on se dit, tiens, si je me comporte de cette manière ou comme ça, peut-être ça va l'obliger à se comporter d'une manière qui me convient ou qui sera meilleure pour moi. Alors que non, pas du tout. Bon bref. À nouveau, je suis en train de décaler sur autre chose. Le deuxième aspect du concept de ce qui est la situation, le contexte, donc ce qui est extérieur à moi, c'est que non seulement c'est en dehors de mon contrôle, mais c'est aussi neutre, c'est-à-dire ni bon ni mauvais, ni juste ni faux, ni bien ou mal. Par contre, ce qui se passe, c'est que dans les fractions de secondes qui suivent cela, hop, mon cerveau, par défaut, va commencer à interpréter ce qu'il est en train de percevoir, que ce soit à travers mes yeux, à travers ce que j'entends, à travers ce que je ressens, à travers ce que je suis en train de goûter, bref, à travers vos organes sensoriels. Immédiatement, il va y avoir une interprétation qui se fait, et cette interprétation fait partie de la catégorie de vos pensées. Ce que vous vous dites automatiquement, ce que votre cerveau vous propose comme interprétation de manière automatique, va générer une émotion. L'émotion, c'est une réaction psychophysiologique, c'est-à-dire que souvent l'émotion va arriver avant même que l'on en ait conscience. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois qu'on commence à ressentir l'émotion, on commence aussi à l'interpréter de plus en plus, à, si vous voulez, décorer cette émotion avec justement nos pensées. Et là, on rentre dans le domaine du sentiment, de la sensation, je me sens comme ceci, je me sens comme cela, etc., etc. Et du coup, avec tout le blabla intérieur que l'on a, avec tous les dialogues intérieurs que l'on a, avec ce commentateur qui est en train de dire oui mais bon mais c'est comme ça mais pas comme ça, et ben on va commencer à entretenir les sentiments et du coup à se sentir de plus en plus dans cet état d'être. Et du coup, cet état d'être va influencer la manière dont on agit, dont on réagit, ou si tout simplement on ne réagit pas et qu'on est dans ce qu'on appelle l'inaction, qui finalement crée un effet final. Et ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que très régulièrement, l'effet final que cela crée vient confirmer les pensées, les interprétations que l'on a dès le début. C'est comme ça que l'on arrive en fait à rester dans une espèce de boucle qui s'auto-entretient, où on voit malgré nous la vie, les situations, toujours de la même manière. Et le but, l'objet, là, c'est déjà de se rappeler de plusieurs choses. La première, c'est que l'on n'est pas obligé de croire tout ce que notre cerveau nous dit. C'est quelque chose que je répète souvent, mais là, je vais remettre une couche, le rappeler. Je ne suis pas obligée de croire tout ce que mon cerveau me dit et non plus d'être d'accord avec. Parce que parfois, et c'est ce que je parlais dans un épisode précédent, là récemment, on peut avoir plusieurs vérités à la fois, plusieurs réalités à la fois. On a cette capacité, si on choisit de la prendre, de décider qu'est-ce que l'on veut croire ou non. Et comment est-ce que l'on fait ce choix? Tout simplement, qu'est-ce que ça crée en vous et quel genre de personne vous devenez? Parce que parfois, sous couvert de vouloir être réaliste, pragmatique, etc., en fait, vous devenez tout simplement grincheux, vous êtes tout simplement en train de vous plaindre, ou bien vous êtes tout simplement perpétuellement démotivé, en colère, frustré, sous prétexte que vous êtes en train de voir la vie de manière plus réaliste. Maintenant, si ça, c'est le genre de réalité que vous voulez avoir au quotidien, ok, c'est votre choix, libre à vous. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être à un moment donné, commencer en fait à avoir ce face-à-face avec vous-même et de comprendre que autant on crée notre bonheur, qu'on est responsable de créer notre bonheur, autant on peut aussi créer notre malheur. Maintenant, je n'essaie pas de faire la guerre aux émotions dites négatives. Pour moi, toutes les émotions sont utiles car elles nous donnent des informations et ces informations sont importantes, mais aussi, c'est quelque chose que je discutais justement avec un client cette semaine, il y a une injonction culturelle
qui dit que finalement ça fait partie de la normalité, c'est normal de se sentir triste, frustré, déçu, d'avoir l'impression que la vie est difficile, que l'on a beau essayer de ne pas vouloir, avoir peur d'être rejeté, peur de se tromper, etc., qu'on va quand même avoir peur, douter, s'énerver. Et ce qui était très intéressant dans la discussion que j'avais justement avec ce client, c'est que à un moment donné, il a pris conscience qu'en fait, c'était que pour lui, en fait, quand il se sentait comme ça, dans ses états émotifs, il avait aussi l'impression de vivre. Et ce que cela a fait émerger, c'est non seulement qu'il y a plusieurs voies que l'on peut emprunter dans notre vie, plusieurs philosophies de vie, si c'est quelque chose qui vous parle comme terme, de imaginer, se projeter dans la vie. Et donc, ces plusieurs voies, pour le faire très grossièrement, il y a soit la voie de la souffrance, où justement, régulièrement, on va être en train d'avoir peur, de douter, d'être énervé, triste, anxieux, ou bien la voie où on va se sentir plus dans l'acceptation, le courage, la confiance, l'authenticité. Et que pour beaucoup de personnes, il y a cette envie de vivre de manière qui est plus synonyme avec la seconde voie, c'est ce vers quoi l'on tend naturellement, mais qu'au fond, il y a cette fichue croyance qu'en fait, ce n'est pas vraiment possible, ce n'est pas vraiment réaliste. Et ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est quelques recadrements de certaines pensées pour aider à conceptualiser et à faire en sorte que la seconde voie, celle qui est plus dans l'acceptation, la confiance, l'authenticité, l'amour, la liberté, soit quelque chose qui soit aussi réaliste que la voie où l'on est régulièrement dans une forme de souffrance, de doute, d'anxiété, de peur, de colère, etc. Comme le modèle biocognitif, tout cela part de vos pensées. Et dans vos pensées, il y a l'interprétation que vous faites des choses, les questions que vous vous posez, il y a aussi tout votre système de croyances ainsi que vos valeurs. Okay, les pensées, c'est un truc énorme. C'est pas juste, hop, la première pensée qui me passe par la tête. C'est vraiment quelque chose de complexe, de multifactoriel, de multidimensionnel, de transgénérationnel. C'est pas juste le petit truc, voilà. C'est pas le petit truc léger, d'accord? Vos pensées, c'est massif. Tout ce qui se passe dans votre tête, c'est énorme. Maintenant, ce qui se passe, c'est parce que c'est aussi complexe, votre cerveau va naturellement faire des raccourcis et créer des automatismes. Et quelle est la partie de votre cerveau qui va faire ces raccourcis et créer ces automatismes pour avoir un mode de fonctionnement par défaut? C'est papy et mamie. Et papy et mamie, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que les choses soient simples, maximum sécurité, et puis comme ça a toujours été. Et quand on vit sa vie par défaut, par automatisme, on est très souvent sur ces structures primitives, ancestrales, où on y va un petit peu comme un robot, et puis on imite beaucoup ce que l'on voit autour, comment les autres font. Tout l'objet du travail sur soi est justement de faire émerger des prises de conscience, une connaissance de soi plus approfondie. Et de là, comprendre qu'en travaillant avec votre cortex préfrontal, votre Jedi, vous commencez en fait à changer la donne parce que vous êtes en train de décider et de choisir ce que vous voulez penser et ce que vous voulez croire. Et comment est-ce que cela se passe? Ça se passe en déjà prenant conscience des pensées que vous avez et ensuite en les travaillant pour que ça devienne des pensées de meilleure qualité. Par exemple, c'est quand vous êtes face à un problème, à une problématique, au lieu de vous dire « Ah bon, c'est fichu », de vous poser la question « Quelles sont les solutions que je peux déjà trouver? Où c'est que je dois mettre mon attention ?» C'est d'adapter votre état d'esprit pour qu'il soit orienté solution, qu'est-ce qu'il est possible de faire, plutôt que de capitulation, aïe, ça va être trop dur, on aurait mieux fait de rester planqué chez soi et puis de pas essayer. Alors là, je vous vulgarise le truc à 200%, mais l'idée c'est ça. La première étape, c'est d'identifier qu'est-ce que vous êtes en train de penser à ce moment précis.
d'oser avoir ce face-à-face avec vous-même et ensuite de décider si ça vous convient ou non comme état d'être. La chance que l'on a avec Internet, etc., c'est qu'il y a toujours des exemples de personnes qui sont dans la même situation que vous ou qui ont été dans des situations pareilles, voire pires, qui ont réussi à transformer ces situations et justement à les dépasser et à passer à autre chose. Donc c'est possible pour vous. Et si là vous avez directement les excuses qui viennent s'imbriquer pour vous expliquer comment et puis pourquoi pour vous ça risque de pas être possible, de les questionner. Et vraiment de les questionner. Puis pas de les lâcher. Un exercice que j'aime donner, c'est quand vous repérez cette phrase, cette pensée, cette critique, de vous poser la question, mais elle a quelle voix cette critique ? Est-ce que c'est une voix de femme ou d'homme ? Et qui sait, dans mon entourage, dans ma vie, dans mon passé, qui aurait été susceptible de dire cela. Bien sûr, ça peut être un membre de la famille. Très souvent, c'est soit un des parents, soit frère ou sœur. Mais ça peut aussi être des profs, comme ça peut aussi être des séries télé que l'on a regardées, des livres qui vous ont marqué, enfin quelque chose dans ce style-là. Enfin, vraiment d'aller identifier, mais qui c'est qui, dans mon passé, aurait pu dire cela. Parce que, et désolé si cela risque de vous blesser, il est fortement probable que vous ne soyez pas à l'origine de cette pensée. Donc déjà, c'est d'identifier, mais qui c'est qui disait ça ? Et finalement, est-ce que cette personne, elle est crédible dans ce domaine-là, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect du présent. Ensuite, il y a tout l'aspect de quelle est l'histoire que je me raconte à propos de mon passé. Quelles sont les conclusions que je tire à propos de moi-même par rapport à mon passé. Et quelle histoire que je me raconte ? Très souvent, ce qui se passe, c'est que l'on reste bloqué sur une narration de son passé. Et qu'à partir de cette narration, en fait, on se définit. Je sais que moi, je le fais. Je peux pas savoir comment ça se passe pour vous, mais quelque chose me dit que peut-être c'est très similaire pour vous aussi. Pour reprendre un concept que j'ai abordé au tout début de ce podcast, qui sont les biais cognitifs et les distorsions cognitives, on sait que les distorsions cognitives que l'on peut avoir sont soit de voir les choses de manière très négative, soit de faire des généralités, soit de complètement oublier certains aspects et de ne faire relever que des aspects importants qui confirment nos systèmes de croyances. Et généralement, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est cette incapacité à voir tout globalement, de manière globale, ce qui est en soi normal parce que on n'arriverait pas en fait à garder toutes les informations. Et donc du coup, le cerveau va faire une sélection, va filtrer, va faire une sélection des informations qu'il garde en stock et qu'il répète et répète pour confirmer en fait les croyances que l'on a. Car quand on a nos croyances qui sont confirmées, cela est rassurant. Même si c'est faux, en tout cas, ça crée le sentiment intérieur d'avoir raison, d'être en paix, et c'est quelque chose de très important. Maintenant, ce que je vous propose de faire comme exercice, c'est de vous poser et puis de repenser à votre passé, à votre histoire du passé, et de focaliser toute votre attention sur les moments positifs et agréables. Et d'observer à quel point, très rapidement, une fois que vous avez l'attention sur un bon truc, il peut y avoir le commentateur, papy, qui va venir et dire oui, et puis directement après ça, il y a eu ça et ça qui s'est passé. Et généralement, ces choses qui se sont passées après sont des choses dites négatives. Et ce que je vous propose de faire, c'est de bloquer justement le commentateur qui va se mettre en place et de mettre l'attention que sur ces choses positives et de réécrire mentalement votre histoire, votre dialogue intérieur. C'est une technique de travail sur soi qui est très puissante et qui demande un engagement de votre part. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire en vous disant « Ouais, je vais essayer parce que Jen, là, sur le podcast Only Up to You, elle a dit que ça serait bien de juste repenser à son histoire, mais j'y crois pas vraiment. Et puis, on va essayer. Puis, de toute façon, je vais voir que ça marche pas. Puis après, je vais pouvoir dire que toutes ces techniques de travail sur soi, c'est joli, ça fait du bien pendant quelques secondes, mais ça ne fonctionne pas, d'accord ? Si vous allez avec cet état d'esprit, alors c'est clair que ça ne fonctionnera pas, vous allez confirmer votre croyance. Là, c'est vraiment de prendre la décision, ok, j'en ai marre de trimballer ces casseroles à propos de mon histoire,
et de quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, avoir des moments où je me rappelle tout ce qui s'est passé et je reste dans cet état de j'en suis là aujourd'hui parce qu'il y a eu ça dans ma vie, il y a eu ça dans ma vie, il y a eu ça dans ma vie, il y a eu ça dans ma vie. J'ai un gros truc à vous dire, en fait, tout le monde, mais absolument tout le monde, a eu des problèmes dans sa vie. Maintenant, le degré de l'impact de ce problème dans votre vie va changer d'une personne à l'autre. On n'est pas pareil face à l'adversité, ça c'est vrai. Pour être le plus clair possible, parce que je n'ai pas envie que ces propos soient du coup dits, redits, distordus et dénaturés, en premier, on guérit. Okay ? Si vous êtes encore dans une blessure, que c'est encore purulent, que ça fait mal, et que ça fait depuis un moment que c'est comme ça, et quand je dis un moment, c'est clair que chaque personne va avoir sa définition de qu'est-ce qui est un long moment. Si ça fait depuis plusieurs mois, voire des années, que vous êtes coincé, que vous ne voyez pas d'amélioration, continuez ou bien commencez à vous faire accompagner. Il y a certaines choses de la vie qui vous n'avez pas besoin de tout traverser tout seul. Offrez-vous ce cadeau. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Ça aide, ça fonctionne. Si ça ne fonctionnait pas, que ça n'aidait pas, il n'y en aurait pas autant. Donc l'idée, c'est de non seulement faire cette démarche-là, mais aussi de trouver la personne avec qui ça match. Restez pas non plus avec quelqu'un pendant des mois, des années, où vous ne voyez pas de progrès. D'accord ? Bon, maintenant, on imagine que la blessure, c'est bon, elle est guérie, les choses ont été dites, elles sont posées, mais il y a quand même encore ce dialogue intérieur qui continue de vous suivre un peu comme une ombre et qui vient teinter malgré vous chaque nouvelle situation, chaque nouvelle opportunité, que vous rapportez toujours ça à comment ça a été dans le passé ou par rapport à votre histoire du passé. À ce moment-là, si vous êtes dans cette situation-là, je vous invite à divorcer avec votre histoire et à la réécrire. Par exemple, pour moi, avec mon histoire qui a quand même été un joli mélange d'abus sexuels, d'abus psychologiques, et qui du coup naturellement a fait que j'ai été voir des psys, des coachs très tôt. C'est peut-être la chance que j'ai eue, c'est que tout cela s'est passé très tôt dans ma vie et que du coup en fait j'ai pu rapidement, entre guillemets, passer à autre chose, me libérer de ces chaînes, guérir ces blessures. J'ai quand même eu, et j'ai parfois encore, les ombres de ces dialogues intérieurs, de ces interprétations de mon histoire qui reviennent. Et je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast, un des trucs qui m'a fait le plus grand bien, c'est un électrochoc d'un de mes profs, c'est que quand on était en train de discuter de mes blocages, je sais même plus pour quel sujet, que j'étais en train de revenir sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui j'étais comme ça, et j'étais vraiment solidaire avec mon histoire, en fusion avec mes raisons. Elle était là parce qu'il y a eu de l'abus, parce qu'il y a eu toutes ces choses qui se sont passées. Donc c'est normal que j'ai peu confiance, donc c'est normal que ce soit plus compliqué pour moi et que j'ai le prof qui s'est posé de moi et qui dit oui, mais ça fait quand même partie du passé. Et moi ma question c'est à quoi ça te sert encore aujourd'hui de continuer à garder toute cette trame, toute cette narration du passé dans ton présent maintenant. Parce que aujourd'hui maintenant ces personnes elles sont plus là, que toi tu as fait le travail sur toi. Pourquoi est-ce que tu continues de maintenir cela ? Et ça m'avait fait un électrochoc parce que, bien sûr, je ne continuais pas consciemment de le faire. C'est quelque chose d'inconscient. Mais il y avait cette partie de moi qui croyait, cette croyance que l'on est défini par notre histoire et qu'on est marqué à vie. Et j'avais cette croyance. Je vais être toute ma vie définie par cette histoire à 20 ans et je vais en être marqué à vie. Et j'avais comme déjà fait cette espèce de pacte avec moi-même que, cocotte, allez, toi et moi, ça va être difficile parce qu'on a vécu des choses difficiles, donc ce sera toujours difficile. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que en fait, il y a toute une panoplie d'autres possibilités. Et qu'il faut juste s'autoriser à un moment donné à sortir la tête du guidon de cette croyance que, oui, on est défini par notre passé et qu'on se rappelle qu'en fait, on peut recommencer tous les jours, toutes les minutes, que l'on peut se définir à travers nos propres règles du jeu, que l'on peut reprendre les règnes de notre vie en main, et que oui, c'est un travail, que oui, c'est un choix, et que non, ça ne va pas être facile, mais que oui, c'est simple, mais qu'à un moment donné,
vous devez vous repositionner en acteur principal de votre vie. Et chaque personne va avoir son propre processus. Et il n'y aura pas une manière de le faire qui va être la même pour qui que ce soit. Moi, je suis juste là pour vous dire que c'est possible et que ça ne tient qu'à vous. J'aimerais, pour conclure en fait cet épisode, donner cet exemple du nénuphar ou bien des lotus. Ce sont des fleurs qui sont très symboliques pour nombreuses cultures. Et en fait, en me baladant sur le net, j'ai pu remarquer à quel point la symbolique qu'on leur attribue varie d'une région à l'autre. Justement, pour certaines cultures, le nénuphar ou le lotus représente l'abondance. Pour d'autres, c'est la beauté. Pour d'autres encore, c'est un anaphrodisiaque, c'est-à-dire quelque chose qui empêche en fait les désirs charnels. Ce qui me parle en fait dans les nénuphars, c'est que cette fleur qui est tellement unique, belle, elle prend ses racines dans la vase, dans une eau noire, gluante, voire même parfois puante. Et pour toutes les personnes qui ont été blessées, bafouées, rejetées, déçues, violées, abusées, vous pouvez être un nénuphar. Ça peut paraître stupide de le dire comme ça, mais c'est quelque chose qui est possible. On a ça dans chacun et chacune d'entre nous. Donc plantez vos racines, même si vos racines, elles viennent de quelque chose de gluant, de noir, de sombre et de froid. Et regardez ce qui pousse de là. Parce que c'est pas obligé d'être aussi froid, puant, gluant. Ça peut être quelque chose de magnifique. Et pour terminer cet épisode, et oui c'est un long épisode aujourd'hui, ce qui me fait drôlement sourire parce que en commençant l'enregistrement, je me suis dit allez, je vais faire ça rapidement, vite parce que j'ai pas la motivation, etc. Mais une fois qu'on se met dedans et qu'on se laisse porter, eh bien c'est là où la magie opère, ou plutôt où l'âme agit. La dernière invitation, c'est de prendre le temps de capitaliser en fait sur des journées, des semaines où ça va bien. C'est là où ça se construit, c'est là où vous devez faire ce travail de transformation, où vous repositionnez votre attention sur votre histoire et vous choisissez délibérément de recadrer toute l'attention maintenant sur les choses positives, plutôt que de laisser votre cerveau partir par défaut et puis de sélectionner tout ce qui est négatif. Pourquoi capitaliser sur ces moments où ça va bien ? Parce que beaucoup de personnes attendent d'être dans la tempête pour mettre en place leurs outils. Vous attendez d'être dedans, que ce soit une tempête furieuse, que vous êtes en train de vous faire bousculer dans tous les sens par vos émotions, par les conséquences d'actions du passé, etc. Et c'est là où vous dites, ah ben tiens, à ce moment-là, je vais focaliser mon attention sur les choses positives de mon passé. Ça ne va pas fonctionner. Vous devez vous entraîner avant. C'est un peu comme si vous refusiez d'apprendre à naviguer un bateau et de maîtriser les manœuvres de base lorsque l'eau elle est calme et qu'il fait beau, et que c'était en plein milieu d'un orage ou d'un ouragan que vous aimeriez commencer à apprendre ces manœuvres. Simplement, vous allez juste boire la tasse. Donc, offrez-vous ce cadeau de capitaliser quand ça va bien. D'entraîner votre cerveau quand c'est neutre, quand ça va. C'est là où vous pouvez commencer le travail. Attendez pas d'être mal. Donc voilà, sur ce, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie à toutes les personnes qui m'ont écrit déjà en privé pour me remercier, pour me proposer des sujets. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire, c'est avec plaisir en fait déjà que je vous réponds et puis que je prends en compte en fait tout ce que vous m'apportez, parce que ce podcast avant tout, c'est là, c'est pour vous, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important, et c'est un plaisir de vous retrouver toutes les semaines, même quand il fait chaud. Et voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et prenez super soin de vous.